On rentre aujourd'hui en profondeur, plus en profondeur dans une des questions qui a été abordée jeudi et mardi. Aujourd'hui, on va rentrer dans la question de la relation entre le discours scientifique et la croyance. Euh, Me semble un élément assez important et révélateur des ambiguïtés caractéristiques de cette relation pendant la pandémie. En fait, pour m'expliquer, par son ampleur et sa radicalité, la crise provoquée par la pandémie éclaire d'une lumière nouvelle, en fait, hein, ces relations ambivalentes que notre société entretient avec avec le discours scientifique, avec les sciences, avec la recherche de manière générale. Si aujourd'hui nous sommes tout oui, disons, à l'égard de la science, si la politique se part de conseils scientifiques et cherche conseil auprès des institutions scientifiques pour savoir quelle modalité d'action prendre, notamment sur les questions de confinement ou de déconfinement, mais bien d'autres, ça montre en même temps que ce n'est pas toujours le cas. Et que ordinaire, il apparaît le discours scientifique apparaît plutôt comme un fond sonore, si vous voulez, comme un, un bruit de fond qui n'est pas écouté, qui n'est pas entendu. Je prends pour deux exemples. Le premier, la question pandémique qui a été de nombreuses fois disons, manifestée hein, par beaucoup de scientifiques. Il y a eu nombre d'avertissements hein, répétés sur la possibilité d'une pandémie à grande ampleur. Déjà en 2000, l'OMS sollicitait les puissances, les différentes puissances nationales, se doter d'un appareil voilà, hospitalier mais aussi de masques, par exemple, ou de tests, ce genre de choses, pour prévoir et anticiper des maladies de grande ampleur et alerte depuis longtemps sur la possibilité d'une pandémie ayant pour origine les foyers de pathogènes hein, dans, dans les grottes sauvages d'Asie du Sud-Est notamment, qui sont de plus en plus exploitées en fait par l'homme et alertés de la possibilité d'un virus de grande ampleur ayant pour origine du coup cette exploitation. Donc ça fait longtemps qu'on est alerté là-dessus, mais vous voyez bien que ce discours scientifique voilà, n'est pas particulièrement entendu. En témoigne un peu l'urgence et le fait qu'on soit un peu pris au dépourvu finalement par cette situation. Un autre exemple, c'est celui de la question environnementale et les alertes depuis les années 70 hein, de la grande majorité des scientifiques sur la crise environnementale et la question de l'extinction massive des espèces. Bon, tout ça, vous voyez bien que ce discours scientifique n'a pas droit de citer finalement la plupart du temps dans l'agenda politique et c'est bien regrettable. Euh, Maintenant, si on quitte un peu cette relation de la politique à la science, on peut aussi parler de la relation des individus à la science elle-même, au discours scientifique, qui tend souvent à relativiser le discours scientifique comme une forme de discours déconnecté de la réalité, euh, un peu cette représentation du scientifique travaillant dans un laboratoire ou comme une espèce de fou, de savant inspiré, isolé,
avec des problèmes qui n'occupent personne. Et cette idée un peu voilà, de relativiser le discours scientifique à un discours d'une communauté particulière, déconnectée du réel, et voire dans certains cas en fait une relativisation qui va jusqu'à faire du discours scientifique une opinion parmi d'autres qu'on peut croire tout aussi bien qu'on peut nier parce qu'elle ne correspondrait pas à nos croyances. Hein, pouvant arguer que ce que dit le scientifique, c'est son avis finalement, c'est son opinion. Donc on va un peu voilà, travailler un peu sur cette tension là qui la relation entre le discours scientifique et voilà, quelle relation avons-nous à ce discours scientifique. Mais il y a aussi un autre de cette relation, hein, on n'est pas nécessairement dans une forme de méfiance à l'égard du discours scientifique, hein, c'est même pas du tout la majorité des cas. Au contraire, on est plutôt aussi dans une forme de fascination et de respect, parfois mêlé d'effroi, hein, à l'égard du discours scientifique comme une émanation de la vérité, comme une science objective et inattaquable, comme un modèle de la rationalité pure et voilà, d'une pureté intellectuelle, inattaquable, incritiquable, tant et si bien que la science peut aussi parfois se présenter sous les attraits, si vous voulez, d'un dogme en fait, moi je crois en la science. Vous voyez. Voilà. Donc il faut, je pense que ces deux extrêmes, hein, qui sont la relativisation du discours scientifique comme un discours parmi d'autres et celui qui tend à en faire l'alpha et l'oméga de toute notre existence et qui sont deux extrêmes qui doivent être également combattus. Et je pense que cette situation pandémique redonne à juste titre à la science droit de cité, hein, et disons, suscite un intérêt renouvelé, hein, pour le discours scientifique, et ça c'est une bonne chose. Mais en même temps, cette pandémie révèle les conditions d'élaboration du savoir et leurs difficultés intrinsèques, leur lenteur aussi, hein, puisque notre situation a besoin de solutions urgemment, mais ces solutions, comme vous pouvez le constater, ne tombent pas toutes seules, et qu'il y a une temporalité propre à la science, qui a un temps long, euh, et que donc vous voyez, cette situation révèle en même temps comment se fait le savoir. Mais ça, je pense que c'est ça le plus important en fait, c'est euh, pour quitter un peu les deux extrêmes entre défiance à l'égard de la science ou fascination. La meilleure chose à faire, c'est de voir comment ça se passe en fait, comment on fait de la science, comment s'élabore le savoir, et à la fois, on voit que c'est pas une opinion parmi d'autres, c'est pas une croyance arbitraire et subjective, mais en même temps, c'est pas non plus une inspiration géniale, une pure rationalité, mais que la science convoque aussi, hein, des modalités de fonctionnement qui ont partie liée à des exigences qui sont aussi morales, des exigences qui sont aussi utilitaires parfois, etc., etc. Enfin, bon, je pense que c'est là-dessus qu'on tend, hein. Mais avant de traiter cette question de l'élaboration du savoir proprement dit, j'aimerais faire un cours là aujourd'hui sur le fonctionnement de la croyance et le rapport ambivalent que la société entretient avec le discours du savoir. D'accord. Donc aujourd'hui, la question donc, les questions, hein, qui vont être traitées,
Je sais pas si j'aurai le temps de tout traiter, c'est même sûr que non, hein. Preuve en est les 2 cours de ce matin que j'ai fait avec les TS5 et TS4 où j'ai fait que la moitié de ce que je voulais, donc je pense que ce sera pareil avec vous. Ce qu'on va traiter en priorité, en fait, c'est c'est s'intéresser à la question de l'élaboration d'une croyance et l'élaboration d'une explication du monde, d'accord? Une explication des phénomènes. Euh, Qu'est-ce qui caractérise notamment, euh, qu'est-ce qui caractérise une croyance? Comment fonctionne la croyance? Mais qu'est-ce qui caractérise également le type d'explication scientifique? Par comparaison avec d'autres types de discours qui visent eux aussi à expliquer les phénomènes, comme par exemple une explication de type superstitieuse ou providentialiste ou aussi complotiste. Donc voilà pour l'introduction. Je tiens simplement à signaler que je prétends absolument pas résoudre toutes les questions que j'ouvre, ni toutes les traiter autant qu'elles le mériteraient. Et je ne pourrais pas éviter d'avoir un cours, de vous donner un cours un peu frustrant, si vous voulez, partiel hein, de la question. Voilà, on attaque hein, ces questions depuis mon angle, depuis ma perspective, hein, ce qui rend la question encore très ouverte et il y a beaucoup de zones d'ombre qui ne seront pas traitées, des questions essentielles que je ne traiterai pas. Donc, si on a le temps, on traitera d'une autre question qui est qui est celle-ci. Pourquoi voulons-nous savoir hein, qui est de savoir qu'est-ce qui pousse finalement les hommes à chercher à savoir, à comprendre, à expliquer. Donc, quels sont les motifs finalement qui vont euh, alimenter, motiver la recherche. Et en même temps, à travers cette question des motifs hein, du savoir, on peut aussi se poser la question qui est parallèle, hein, qui est pas du tout contraire, euh, des motifs qui peuvent tout aussi bien pousser l'homme à ne pas chercher à comprendre, à croire une chose plutôt que de la remettre en doute et à tenir dogmatiquement une opinion douteuse comme un savoir indubitable. D'accord. Donc, en gros, vraiment l'angle d'attaque hein, que je prends, c'est la question de la fixation de la croyance. En fait, c'est un peu la ligne rouge hein, qui fait l'unité de mon cours d'aujourd'hui, celui de la semaine prochaine. C'est comment s'élabore, comment se sédimente, si vous voulez, une croyance donnée au point qu'elle puisse, par exemple, devenir un savoir ou, à l'inverse, un préjugé ou une illusion. D'accord. Donc, voilà pour l'introduction. Vous m'arrêtez hein, toujours, ne vous sentez pas interdit de poser des questions. Hein. Donc, voyez que cette crise est un temps d'incertitude. Hein, c'est une incertitude à l'égard d'un phénomène pandémique nouveau euh, qui se découvre comme étranger, comme inconnu au préalable, a priori, et aussi comme dangereux et menaçant, hein, et qui sollicite du coup l'urgence de sa résolution. Donc on est dans une situation d'incertitude qui est une situation d'embarras et qui rend difficile la prise de décision rapide et une détermination résolue. Hein, et ça vaut autant pour la science que pour la politique. Mais plus généralement, ça vaut aussi pour les individus où cette crise est un temps d'incertitude, pas simplement eu égard à la maladie, hein, mais aussi vis-à-vis des croyances et des modalités normales de la vie.
cette crise met à l'arrêt finalement une manière habituelle de vivre et bouscule et bouleverse, hein, c'est comme un coup de pied dans la fourmilière, si vous voulez, toutes les évidences, et de telle sorte que, et je rejoins un philosophe que j'ai lu récemment ici en disant que, qui est Étienne Balibar, qui dit que cette crise est aussi sans doute en plus d'être une crise sanitaire, économique et sociale, elle peut être aussi une crise spirituelle, au sens où elle bouleverse, disons, un certain nombre de valeurs et en posant la question du monde d'après, elle sollicite une réflexion et une pensée et une mise à distance, disons, de ce qui se faisait avant. D'accord. Mais ça demande en même temps d'avoir une conscience, ouais, sans le dé. C'est Balibar sans dé. Voilà. Euh, donc jusque-là tout va bien. Ok. Alors, donc vous voyez, ce temps d'incertitude débouchera sans doute sur une mutation en fait, sur une bifurcation hein, des croyances et des opinions, peut-être même des valeurs, une bifurcation aussi sur la modalité de faire de gestion des problèmes politiques, et aussi sur le modèle de société éventuellement. Euh, voilà qu'on envisage pour la suite, mais il est aussi tout à fait possible que la chose ne soit qu'une crise momentanée, comme un intervalle, si vous voulez, entre deux normalités, hein, que ce soit un retour à la norme. Bon. Euh, alors, pourquoi je vous parle de cette incertitude? Je vous parle de cette incertitude parce que dans un état d'incertitude qui est celui-ci, qui suscite des affects, de peur, de crainte, d'angoisse aussi, se pose la nécessité d'en sortir, se pose la nécessité de résoudre l'incertitude, d'accord, et de quitter cet état d'indécision par une décision résolue, par une solution finalement au problème et à l'embarras qu'on rencontre. Et ça vaut dans différents domaines. Mais du coup, de cet état d'incertitude duquel nous devrons évidemment sortir un jour et nous déterminer d'une manière ou d'une autre, il ne faut pas en sortir n'importe comment, si vous voulez. Du coup, se pose face à nous le risque de l'erreur. En fait. Ce risque de l'erreur qui touche autant l'individu que les politiques ou les intellectuels et les scientifiques. Hein, si pour, par exemple, l'erreur politique, c'est-à-dire prendre la mauvaise décision, hein, pour parler clairement, peut déboucher sur des catastrophes. De la même manière, en science, le risque d'erreur lié à cet état d'incertitude peut déboucher sur l'administration de mauvais traitements ou de mauvais vaccins et déboucher sur l'erreur peut déboucher sur la mort, hein, pour parler clairement. De telle sorte que il faut aussi en fait prendre le temps de l'incertitude, c'est-à-dire ralentir en un sens et prendre ce temps d'incertitude non simplement comme un embarras, mais comme une hésitation qui peut mener à la délibération et partant à la pensée et à la réflexion. Euh, donc, vous voyez que, en fait, de cet état d'incertitude, on peut en sortir en se fixant des croyances hein, déterminées qui rendent raison des phénomènes, ou et vous voyez cette fixation de la croyance hein, qui vient justifier ce qui nous arrive. Bah, il y a plusieurs, ça peut être, il y a plusieurs types d'explications qui peuvent rentrer en conflit en fait sur ce qui est en train de nous arriver, d'accord? Et sur les causes qui peuvent expliquer ce qui nous arrive et les modalités de cette sortie.
Et vous voyez que cet état d'incertitude, et c'est un phénomène qui est caractéristique hein, de la croyance, c'est que quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, qui est dans un état de doute, euh, se trouve dans un risque d'usurpation, si vous voulez. C'est-à-dire que il se trouve dans une solution angoissante et un besoin de solution qui peut l'exposer finalement à admettre comme vrai n'importe quelle solution qui se présentera à lui comme lui permettant de sortir de sa torpeur. Et du coup, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez là où je veux en venir, mais l'idée c'est euh, cet état d'incertitude est révélateur des mécanismes en fait, de la croyance et de l'adhésion à une croyance donnée. Et ça montre, faire un peu, voilà, distinguer différents types d'explications des phénomènes qui rentrent en conflit ici dans cette situation et qui peuvent, à leur manière, à chaque fois, présenter des éléments des manières hein, de rendre raison des phénomènes et en comprenant finalement, c'est ça le but hein, de la réflexion, c'est en comprenant les mécanismes caractéristiques de la croyance, euh, on peut aussi apprendre à ne pas en être victime, hein, un peu au sens de Spinoza. Vous vous rappelez, connaître les mécanismes qui nous poussent à agir, c'est pas une manière de s'en affranchir et de les nier, hein, de les faire disparaître, mais c'est une manière de les utiliser autrement. Ici, le but, c'est aussi en comprenant ces mécanismes de la croyance, de ne pas en être victime et de ne pas se trouver dans une situation où on croirait quelque chose juste parce qu'on a besoin de croire, mais de manière à comprendre les choses, de manière à croire les choses qui sont les plus vraisemblables et les plus probables, d'accord. euh, D'avoir les croyances finalement les mieux fondées. Okay. Donc, euh, pour réfléchir, on peut donner je peux vous donner un exemple, un exemple qui est celui de Étienne Klein, dans l'entretien que je vous ai donné par mail, qui est celui voilà, une fixation de la croyance en gestation, qui est la croyance majoritaire de la population française dans l'efficacité de la chloroquine et dans 59% des Français étant majoritairement favorables à Didier Raoult. Donc, cette situation où donc une partie de la population française, une majorité, adhère plus ou moins. Hein, c'est un peu l'angle mort hein, de ce sondage, c'est que ça précise pas le degré d'adhésion hein, à l'efficacité de la chloroquine, hein, alors que il y a une énorme différence entre certains que la chloroquine est efficace et penser que c'est possible et que peut-être ça marche. Hein. Mais toujours est-il que on voit un phénomène d'adhésion majoritaire ou voilà, de soutien majoritaire à une solution, à un type d'explication et de remède et de solution en fait au virus. Euh, bon, d'un côté, il y a une chose à qui est louable hein, là-dedans, c'est l'intérêt inédit pour le discours scientifique, hein, qui est renouvelé, et ça c'est une bonne chose, mais qui traduit en même temps, comme je l'ai déjà dit, ouais, c'est un besoin de solution qui nous confronte finalement à un risque d'usurpation face à celui qui se présentera comme sachant, comme possédant le savoir et comme apportant une solution. Un autre élément qui est intéressant aussi dans ce sondage, c'est la question de savoir si la connaissance, le savoir objectif en un sens, est-il le fait de la collectivité ou le fait de l'individualité. Euh, Si d'un côté, il peut vous paraître assez évident de dire que parce que tout le monde pense une chose que c'est vrai,
C'est pas parce qu'une majorité de personnes croient une chose qu'elle est vraie, d'accord? Je sais pas si, par exemple, voilà, prenez la majorité des êtres humains en 124 après Jésus-Christ, ben peut-être pensait-il que la Terre était plate, hein, s'ils se posaient la question. C'est pas pour ça qu'ils avaient raison, d'accord? Euh, Étienne Klein dit, imaginez un sondage hein, sur la théorie de la relativité restreinte d'Einstein en 1905. Faites même ce sondage dans la communauté scientifique de l'époque. Il y a des chances pour que tout le monde, enfin que la majorité des scientifiques, et en tout cas la majorité de la population, pense qu'il raconte n'importe quoi. Pourtant, il s'avère qu'il a plus raison, en tout cas, que d'autres. Bon, vous voyez bien que le savoir n'est pas le fait de la majorité. Okay. Pour autant, l'inverse n'est pas vrai également. Le savoir n'est pas simplement le fait d'un individu. Il faut aussi combattre cette illusion, ce mythe du chercheur isolé, du chercheur solitaire finalement, qui pondrait qui pondrait des théorèmes ou des théories de sa seule réflexion, de son seul intellect, comme détaché du reste de l'humanité, un peu à la manière, et encore c'est un mythe, hein, c'est une erreur de penser ça, mais un peu à la manière de ce mythe qui considère que l'artiste seul crée des chefs-d'œuvre sous le seul fait d'une inspiration ou d'une folie ou d'une mania, hein, comme l'appelaient les Grecs. L'un et l'autre sont faux en fait, c'est-à-dire que le fruit, le produit hein, d'une élaboration esthétique ou le produit d'une élaboration scientifique n'est pas une activité isolée, mais s'élabore à la fois sur une certaine histoire, hein, une histoire de l'art culturelle, ou une histoire scientifique, hein, c'est-à-dire les discours et les questions en présence à une époque donnée, mais aussi les éléments d'observation astronomique, les méthodes de recherche, etc. Donc sur une histoire et des moyens techniques, si vous voulez, mais aussi sur une collectivité. L'artiste fréquente en général d'autres artistes, fait partie d'un certain milieu. De la même manière, le scientifique fait partie d'une certaine collectivité, d'une communauté scientifique. Il lit d'autres scientifiques, il est allé à l'école, il confronte ses hypothèses à d'autres hypothèses, euh, de telle sorte que, vous voyez bien, c'est pas simplement un processus isolé. Mais en fait, il faut bien comprendre de quelle collectivité on parle. C'est ça qui est important. La collectivité est beaucoup plus importante dans le cas de la science qu'elle ne l'est dans le cas de l'art, hein, puisque euh, vous voyez que la collectivité des scientifiques, c'est pas simplement une bande de gus qui ont un super cerveau et qui ont fait des études de maths et de physique et qui aiment bien ça. C'est pas simplement des individus intelligents. C'est pas une somme d'individus intelligents. Une communauté scientifique, ce qui est caractéristique d'une communauté scientifique, ce sont les méthodes d'élaboration du savoir et les processus d'élaboration du savoir qui sont communs à cette communauté et qui régissent finalement les modes de présentation du savoir, d'hypothèses de savoir, du fait qu'on ne peut pas dire ce qu'on veut n'importe comment, et que ces hypothèses soient vérifiées par d'autres membres de cette communauté. Tant et si bien que le savoir n'est un savoir scientifique qu'à partir du moment où il est reçu par non pas la majorité de la population française, mais par la majorité, en tout cas, d'une communauté scientifique présente après vérification, après un certain type de vérification qui est régulé, codifié et qui est accordé par cette même communauté. Ok, donc ça c'était pour la question de savoir si le savoir était le fait d'un individu ou d'une collectivité.
Un autre fait intéressant qui peut être traité à partir de ce sondage et sur le mode d'élaboration de la croyance, euh, c'est l'articulation étroite entre la croyance et les actes. Hein, vous voyez par exemple que la croyance dans l'efficacité de la chloroquine, c'est pas simplement une croyance isolée. C'est pas simplement une croyance isolée, c'est une croyance qui débouche sur des actes déterminés. Par exemple, si la chloroquine est efficace, si toute la communauté scientifique, par exemple, pensait que la chloroquine est efficace, alors elle s'accorderait sur le fait de l'utiliser comme traitement, comme remède à la maladie. Donc ça déboucherait sur des actes déterminés. D'un point de vue individuel, si vous croyez en l'efficacité de la chloroquine, euh, partant, il peut être aussi logique d'agir en conséquence, c'est-à-dire d'aller acheter de la chloroquine dans une pharmacie pour l'administrer d'une manière ou d'une autre si on pense être malade. Euh, ça révèle un aspect important de la mécanique de la croyance, hein, qui est que la croyance n'est pas un phénomène simplement mental, hein, c'est pas simplement un état mental, c'est aussi un état mental qui débouche sur l'action. D'accord. Donc la croyance a partie liée en fait avec l'action. Hein, il y a le philosophe américain, je réponds tout de suite à votre question, ami. Il y a le philosophe américain Charles Sanders Peirce qui, euh, qui est un philosophe du 19e siècle, qui parle de la croyance au sens de disposition. Hein, croyance comme disposition. C'est-à-dire une disposition, par exemple, avoir une disposition, c'est être en capacité de faire quelque chose. Par exemple, je sais pas moi, si vous êtes charpentier, vous avez la disposition, la capacité de moduler du bois de manière à en faire une table. Euh, la croyance fonctionne comme une disposition au sens où si je crois X, alors je ferai Y dans telle circonstance. Euh, je suis capable de faire ceci parce que j'ai cette croyance. Je sais pas, si vous croyez que qu'une table est dure, par exemple, ce que je pense qu'on croit ici, vous n'essayerez pas de la traverser avec votre main sans forcer, par exemple. Même en essayant de forcer, ce serait difficile. Stress, Il y a un bruit sommeil parasite perturbé. au fond, si c'est possible de l'enlever. Je crois que c'est Marcel. Euh, donc la disposition au sens où si je crois quelque chose, alors je pourrais être amené à faire ceci ou cela dans telle circonstance. Euh, donc, on se résume ça en disant if I believe X, I would do Y. D'accord. Il dit pas I will. Hein. Il fait attention à ça. Il dit c'est pas parce que je crois quelque chose que je ferai nécessairement quelque chose comme une relation de cause à effet, mais que dans certaines circonstances, il est possible que je fasse ceci ou cela. D'accord. Au sens où la croyance et les croyances qu'entretient un individu déterminent pour lui le champ des activités, des actions possibles. Ça vaut pour le religieux, par exemple. Celui qui croit en Dieu opère une distinction dans son environnement entre ce qui est de l'ordre du sacré et ce qui est de l'ordre du profane. Ce qui est de l'ordre du sacré, c'est tout ce qui est imbibé, si vous voulez, d'un certain rapport à la divinité, à une transcendance. Par exemple, l'hostie à l'église, hein, qui est le corps du Christ, ou le vin qui est le sang du Christ, vous voyez, c'est quelque chose qui est envisagé sous le rapport euh, du sacré. Hein, et tout ce qui est profane, c'est tout ce qui est dénué hein, de ce rapport-là. Par exemple, je sais pas moi, les pâtes que vous mangez dans votre assiette. Euh, vous voyez que selon que je crois ou pas à ce caractère sacré, j'agirai de telle ou telle manière. Donc,
ce qu'il faut comprendre, et j'insiste en fait sur cette articulation de l'action et de la croyance, pour vous montrer toute l'importance cruciale en fait euh, de, euh, de comprendre les mécanismes de la croyance et de ne pas croire n'importe quoi. D'accord. Et comment on fait justement pour distinguer entre une croyance qui est absurde, dangereuse, et une croyance qui peut être plus vraisemblable, plus probable, plus à quel type d'attitude devons-nous adopter vis-à-vis de la croyance? Ok, donc euh, je j'enchaîne. Euh, donc pour mieux comprendre un peu ces mécanismes de croyance, on va réfléchir un peu aux différents types d'explications des phénomènes, aux différents types d'options, si vous voulez, qui se présentent à notre incertitude. Euh, et pour justement essayer d'opérer une distinction entre ce qui mérite d'être cru et à quelles conditions, et ce qui peut et ce qui doit aussi parfois susciter une certaine méfiance. Alors, vous voyez que la, euh, la pandémie et la crise suscitent différents types de discours qui visent à expliquer et à rendre raison des phénomènes, qui visent à donner raison, à rendre raison plutôt à ce qui se passe. Parce que tout ce qui est un phénomène de crise comme ça suscite la volonté de lui donner un sens, si vous voulez. Et il y a différents types d'explications qui rentrent en conflit. Et avant de vous dire lesquelles, il faut d'abord s'entendre sur ce qu'on entend par expliquer. Et qu'est-ce que ce terme d'expliquer peut avoir d'ambivalent? Euh, alors, expliquer, c'est rendre raison, d'accord? C'est rendre raison de quelque chose. C'est aussi, en un certain sens, en une certaine acception, c'est donner les causes d'un phénomène. Mais vous voyez, il y a deux manières, en fait, il y a une ambiguïté. On peut rendre raison de quelque chose sans donner des causes. Il y a différents types de causes qu'on peut solliciter finalement pour rendre raison de quelque chose. Euh, je prends un exemple classique qui est utilisé par l'épicurisme, c'est par exemple le tonnerre. Le tonnerre peut susciter différents types d'explications. Euh, le tonnerre peut susciter une explication de type superstitieuse. Le tonnerre est la manifestation de la colère divine suite, par exemple, et on va chercher la cause du coup de la colère de Dieu, suite à, je sais pas moi, on n'aurait pas fait un sacrifice à Zeus récemment. Du coup, bam, tonnerre qui casse le temple du coin. Donc l'idée c'est que voilà, là on a une manière de rendre raison d'un euh, qui, qui trouve une cause qui est d'ordre superstitieux finalement, qui n'est pas une cause matérielle particulière, qui n'est pas une explication du type le tonnerre est provoqué. Enfin, après, je sais, à vrai dire, je sais pas exactement comment ça fonctionne le tonnerre, mais peut-être que vous savez beaucoup mieux que moi à mon avis. Mais bon, trouver une explication de type physique, hein, et c'est ce que faisaient les épicuriens, c'est qu'ils opposaient aux théories superstitieuses d'autres types d'explications qui reposaient sur deux principes physiques qui étaient l'atome et le vide. D'accord? Oui, ils prétendaient pas connaître, hein, ils prétendaient pas donner la vérité, c'est-à-dire savoir expliquer comment fonctionnait le tonnerre, mais ils avaient une attitude qui était que il valait mieux présenter des hypothèses physiques plutôt que convoquer un ordre métaphysique derrière le monde, un ordre superstitieux qui est à l'origine finalement d'une angoisse
d'une soumission à une autorité divine, hein, qui débouche sur des comportements de peur et de crainte, de sacrifice, de prière, bref, des comportements de type irrationnel. Bon, jusque-là, vous me suivez, vous voyez bien que expliquer, ça ne veut pas forcément dire expliquer de manière scientifique. Okay. Expliquer, ça peut être simplement rendre raison d'un phénomène en convoquant différents types de discours, différents types de systèmes de représentation qui rendent cohérent un phénomène donné. Et maintenant, il s'agit de vous dire du coup quel type de discours je voudrais traiter ici. Avant de parler du discours scientifique, comme on le fera la semaine prochaine, ce sont donc les types d'explications voilà, superstitieuses, providentialistes, hein, qui supposent par exemple un destin ou une finalité, hein, d'une entité divine, métaphysique, hein, qui suppose une explication métaphysique, qui suppose, je sais pas moi, un ordre de la nature, par exemple, une espèce d'équilibre derrière la nature qui serait déséquilibré par les actions humaines et que du coup la nature se vengerait, par exemple, de nos comportements. Mais il faudra aussi parler du discours, par exemple, conspirationniste, qui suppose non pas une explication d'ordre métaphysique, hein, c'est-à-dire une force divine, pour faire simple, mais qui suppose hein, une organisation humaine ou extraterrestre, hein, qui serait à l'origine, hein, qui expliquerait causalement, du coup, tel phénomène particulier. Ici, la pandémie. Bon, il est 48, donc si vous voulez bien, comme j'ai commencé un peu en retard, je vais poursuivre le cours encore pendant 15-20 minutes. Sauf si vous avez un autre cours derrière, ou enfin après, ouais, vous pouvez partir hein, si vous avez autre chose à faire, si il faut s'occuper des petits frères ou des frères et sœurs ou etc. hein. Si vous avez sans doute des très bonnes raisons, donc si vous voulez partir, vous pouvez le faire. Hein. Je veux pas vous fliquer. Alors, je vais commencer par parler du discours providentialiste pendant 10 minutes et puis j'enchaînerai avec le discours complotiste. Donc, l'explication providentialiste des phénomènes, c'est un type d'explication qui suppose une force à l'œuvre derrière les phénomènes et dont les phénomènes hein, au sens grec, c'est ce qui apparaît, c'est ce qui est visible, si vous voulez, et dont les phénomènes seraient la manifestation d'une force hein, qui se révèle à travers les phénomènes. Par exemple, une force divine ou une autre force qui serait un équilibre ou un karma, par exemple, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui a parlé de ce qu'il appelle le préjugé finaliste, c'est Spinoza. Spinoza dans l'éthique, hein, et plus particulièrement dans l'appendice. Hein, l'appendice, c'est un chapitre qui vient conclure une partie. Donc dans la partie 1 hein, de l'éthique, où Spinoza en fait explique l'origine du préjugé finaliste. Comment ça se fait qu'on suppose une fin, une finalité à l'œuvre dans la nature? Comment ça se fait qu'on suppose que les choses sont là en raison d'une fin? C'est-à-dire servent un projet finalement. Alors, il donne à ça deux causes. Il donne deux causes que vous connaissez déjà, hein, qu'on a vues dans le cours sur la liberté, qui sont, rappelez-vous, l'ignorance des causes qui nous déterminent. Et deuxième cause du préjugé finaliste, la conscience de nos actions et plus particulièrement des buts hein, de nos actions.
Donc, nous ignorons pourquoi, hein, les causes corporelles, par exemple, ou les causes cérébrales qui nous font penser à ceci ou à cela. Nous ignorons ces causes-là, mais pourtant, nous avons en même temps conscience des buts que nous poursuivons en agissant. D'accord. Nous avons conscience que nous cherchons, je sais pas moi, à manger quand on fait la cuisine. Nous avons conscience que nous voulons nous abriter quand nous construisons une maison. Nous avons conscience que, je sais pas, quand on fabrique un instrument ou quand on travaille et qu'on est salarié, que c'est pour gagner de l'argent parce qu'on aime son travail ou je sais pas voilà, quel type de but ça peut être. Mais disons, dans notre rapport natif et initial au monde, l'être humain ignore pourquoi il agit, mais il a conscience des buts qu'il poursuit en agissant. D'accord. Il ignore les causes qui le poussent à agir, mais il a conscience des buts. Euh, Jusque-là, tout ça, vous me suivez, hein? Faut m'arrêter hein, si vous comprenez plus rien. Ok. Euh, alors, donc, ce rapport natif et normal de l'individu qui fonctionne finalement sous la modalité des fins et des moyens. J'ai conscience de tel but et pour arriver à ce but, je vais convoquer tel ou tel moyen. Si je veux construire une maison, euh, si je veux m'abriter, me protéger je sais pas, de quelque chose, je veux construire une maison et pour construire une maison, j'ai besoin de quels moyens? J'ai besoin d'instruments, j'ai besoin de briques ou de ciment ou de paille hein, ou de bois hein, pour reprendre les trois petits cochons. Euh, donc on a conscience des finalités qui nous poussent à agir et on se pose la question des moyens pour parvenir à ces fins. Et ce que Spinoza nous dit, c'est que ce mode normal et natif du rapport au monde, nous le transposons en fait à la nature elle-même. Et les phénomènes qui se passent dans la nature, nous supposons qu'ils sont des moyens en vue d'une fin. Nous regardons les phénomènes comme voyons des phénomènes arriver et nous les appréhendons comme des moyens qui servent une finalité particulière. Et du coup, nous posons la question de savoir quelle est la fin qui se cache derrière ce qui nous arrive. Quelle est la fin qui explique, qui rend raison, par exemple, du fait qu'il y a un monde, du fait que j'existe plutôt que je n'existe pas. Qu'est-ce qui fait que la nature est telle qu'elle est? Un type d'explication, en fait, ça va être de dire, c'est Dieu qui a créé le monde et qui a créé les animaux de manière les hommes. Voilà, un type d'explication tel qu'on peut le retrouver dans le livre de la Genèse. D'accord? Que Dieu a disposé la nature, etc., en vue de l'homme. Plus généralement, en fait, on peut expliquer les phénomènes naturels sous l'angle de cette dualité des fins et des moyens, expliquer le tonnerre comme répondant à une finalité particulière qui est la colère de Dieu, qui veut nous signifier sa colère ou quelque chose comme ça, ou un type d'explication euh, providentialiste, un peu au sens de Leibniz, hein, qui est que tout est bon, tout est bien dans le meilleur des mondes, c'est que tout ce qui arrive sert un projet divin qui, même s'il nous est incompréhensible, est compris par Dieu et fait en vue du meilleur. Hein, par exemple, je sais pas moi, un tremblement de terre, une pandémie, ben ça sert une finalité qui est le bien, même si on ignore en fait de quelle manière un tel moyen qui suscite autant de tristesse et de mal peut parvenir, peut aboutir au meilleur. Ok. Donc voici pour ce type d'explication finaliste, hein, c'est-à-dire un prisme en fait, hein, c'est-à-dire des lunettes qu'on a pour regarder la réalité et pour chercher, pour rendre raison de cette réalité, pour l'expliquer. Hein, et, euh, et
pour contrebalancer en fait cette dualité des fins et des moyens, Spinoza oppose un autre prisme en fait, qui est celui des causes et des effets. Loin que dans la nature, tout arrive selon des fins, et serait des moyens en vue d'une finalité qu'on ignore et qu'on devine parce qu'on l'ignore, dit Spinoza. On ne sait pas pourquoi les choses arrivent, du coup on suppose par ignorance qu'il y a quelque chose qui expliquerait, même si on ne sait pas quoi, pourquoi les choses arrivent. Euh, Spinoza défend au contraire que tout arrive dans la nature, tout est l'effet, tout ce qui arrive est l'effet d'une cause antérieure, d'une succession de causes et d'effets, de laquelle il ne faut pas forcément chercher à trouver la finalité, parce qu'il n'y en a pas pour Spinoza. Il n'y a pas une finalité derrière finalement cet enchaînement des causes et des effets. Mais c'est simplement voilà l'enchaînement nécessaire des phénomènes. Il prend un exemple, il prend l'exemple de, il prend l'exemple par exemple je sais pas, vous vous baladez dans Paris et glisse petit à petit et qui vous tombe sur la tête, paf, là, vous êtes mort, décédé. Face à un phénomène aussi horrible et absurde, en fait, l'explication finaliste va dire que c'est l'effet du karma ou c'est l'effet d'une d'un projet divin qui a ses raisons mais que la raison ignore. Voilà, un projet c'est fait pour le meilleur du monde même si on comprend pas pourquoi. Ou un autre type d'explication en fait qui prétend pas du tout donner la raison la raison finale de ce qui se passe et qui simplement expliquera que c'est le vent ou l'effet du temps, l'érosion des joints, quelque chose comme ça, et le fait et la concomitance du parcours du promeneur avec la chute de la tuile, qui occasionne le décès. Et encore une fois, le décès, on l'expliquera selon des causes corporelles. Ok, jusque-là, vous suivez? Bien. Donc, vous voyez, on a euh, un type d'explication providentialiste, finaliste, qui s'oppose donc à un autre type d'explication qui repose sur un autre couple conceptuel qui est celui de la cause et des effets, tandis que le premier repose sur celui de la fin et des moyens. D'accord? euh, Bien. Maintenant, euh, maintenant, je vous propose du coup, pour rentrer encore plus avant dans les mécanismes du fonctionnement de la croyance, de nous arrêter un petit peu sur la question des théories de type conspirationniste, qui cherchent à rendre raison, à expliquer sans avoir recours à une explication de type métaphysique ou transcendante, une espèce de force supérieure qui agirait derrière les phénomènes, mais qui serait du coup les phénomènes trouveraient un type d'explication humain, immanent, mais encore une fois, il y aurait une espèce voilà, d'organisation cachée derrière les phénomènes, quelque chose qu'il faudrait révéler, d'accord? Dans le cas de la pandémie, on voit un type de théorie conspirationniste apparaître. Une est l'entreprise, par exemple, l'idée, par exemple, que les critiques que Raoult, l'hypothèse de Raoult peut rencontrer par le milieu scientifique, toutes les critiques qui ont pu être faites par la communauté scientifique et etc. Une théorie sera de dire que c'est une entreprise de décrédibilisation de son hypothèse, qui serait en réalité le fait d'entreprises pharmaceutiques avides de vendre un produit, un autre remède plutôt que la chloroquine, parce que la chloroquine c'est pas cher et c'est pas difficile à produire. Un autre type d'explication
conspirationniste, c'est l'idée que le Covid-19 serait une arme biologique des Chinois qui viserait, encore une fois, voilà, la domination du monde, voilà, qui aurait des enjeux politiques, du coup, derrière l'utilisation d'un tel outil. Euh, alors, ce qui m'intéresse, hein, c'est pas de discuter, hein, donc Lola, pas, je suis pas rentré dans un débat de savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les mécaniques de la constitution de la croyance que révèle en fait ce type de théorie. D'accord. Euh, et en fait, ce que ça révèle, par exemple, c'est le fait que euh, le fait d'adhérer à une opinion fait que on va avoir tendance à ne retenir de la réalité que les éléments qui appuient ou renforcent cette croyance initiale, au détriment de d'autres phénomènes qui la contredisent ou la mettent en danger, ou la mettent en doute. C'est ce qu'on appelle plus généralement le biais de confirmation, dont Francis Bacon, hein, qui est un philosophe, théologien, scolastique du Moyen Âge, donnait une formulation, hein, mais sans en donner le nom, euh, en nous disant, je vous ai mis le texte sur le chat, l'entendement humain est, une fois qu'il s'est plu à certaines opinions, parce qu'elles sont reçues et tenues pour vraies ou parce qu'elles sont agréables, entraîne tout le reste à les appuyer ou à les confirmer. Si fortes et nombreuses que soient les instances contraires, c'est-à-dire voilà les phénomènes par exemple qui contredisent, hein, cette croyance initiale, il ne les prend pas en compte, les méprise ou les écarte et les rejette par des distinctions qui conservent intacte l'autorité accordée aux premières conceptions et non sans une présomption grave et funeste. Alors ce phénomène de biais de confirmation, euh, il faut quand même le signaler, il a une utilité vitale, hein. Il est important que on passe pas notre temps à remettre en cause toutes nos croyances et à euh, vérifier, je sais pas si telle croyance particulière est vraie. Si je crois que le feu brûle, en fait, il y a aussi des bonnes raisons à essayer de ne pas vérifier forcément cette croyance en foutant ma main dans le feu. Vous voyez, le biais de confirmation perd aussi avec une espèce voilà d'utilité vitale à ne pas forcément remettre toutes ces croyances. Mais il a un revers terrible, c'est que en fait il entérine, il sédimente, il renforce des croyances données au point de les rendre inébranlables et de les rendre aveugles en fait à l'égard d'une certaine réalité. Donc encore une fois là vous voyez le biais de confirmation c'est un des mécanismes importants de ce que j'ai appelé tout à l'heure le mécanisme de la croyance au sens où d'un état d'incertitude, on peut passer à une croyance possible, c'est-à-dire, ben, moi, j'y connais rien en médecine, mais peut-être que la chloroquine, ça marche, mais je suis pas sûr, du coup, je vais vérifier sur Internet. Et là, on va trouver quelques informations qui vont renforcer cette croyance initiale, de telle sorte que on va adhérer à cette croyance, et le risque, c'est que on va se mettre à ne pas regarder, à ne pas contredire finalement ce qui vient de renforcer cette croyance, d'accord? Et à ne pas prendre en compte tous les éléments qui peuvent la bousculer. Euh, Jusque-là, ça va, vous me suivez? Il faut m'arrêter, hein, ça. Donc, une fois qu'une idée est acceptée ou tendance à persévérer en fait dans une croyance donnée. Hein, et c'est un phénomène qui est accru avec Internet, hein, notamment, puisque la diffusion accrue et non sélective hein, de l'information
non sélective, hein, parce qu'il n'y a pas de censure, une censure assez légère, hein, s'il y en a une, mais il n'y a pas une censure. Par exemple, il n'y a pas un contrôle scientifique, si vous voulez, de toutes les informations sur l'horoscope, sur l'astrologie, sur l'homéopathie, sur la chloroquine. Il n'y a pas un contrôle scientifique sur Google, oui, par exemple. Et je dis pas, je le souhaite pas. Hein, je suis pas en train de dire qu'il faudrait une censure de l'information sur Internet. Mais la diffusion d'informations sur Internet joue un rôle dans le processus de fixation, dans le passage de l'incertitude à l'adhésion à une croyance donnée. D'accord. C'est d'où toute l'importance de la qualité de l'information, si vous voulez, par exemple dans les médias. Donc, par exemple, je sais pas, le fait que si vous êtes en quête d'informations sur n'importe quel sujet, je sais pas moi, sur le 11 septembre, est-ce que c'est un complot ou pas un complot? Vous tapez 11 septembre complot sur Google, il y a de fortes chances que vous tombiez sur des pages qui vous démontrent par A plus B que le 11 septembre, c'est le fait d'une conspiration américaine ou extraterrestre, je sais pas, voilà. Donc, je dis pas, hein, je tiens à faire une remarque. Hein, mon but, c'est pas de dire si c'est vrai ou c'est faux. Ça, se juger, c'est vraiment pas du tout mon objet. Hein. Et des complots, c'est possible qu'il y en ait eu dans l'histoire. Ça, c'est évident. On en a des traces, etc. Mais c'est pas du tout ma question. Ma question, c'est de savoir comment se fixe la croyance. D'accord. Et vous voyez que sujet peut-être moins sensible. Si, est-ce que l'homéopathie est efficace? Bah, avec un moteur de recherche, en quelques clics, on peut trouver des centaines de pages qui peuvent affirmer que c'est efficace, par exemple. Selon votre sensibilité politique, vous aurez tendance à lire tel type de presse plutôt que tel autre. D'accord. Et cette lecture va renforcer votre croyance et vous allez délaisser, par exemple, des types d'informations qui peuvent la remettre en cause. Ok. Donc, en fait, il y a les sociologues, très bien, mais il me semblait avoir lu qu'il parlait d'un théorème de crédulité, en fait, informationnel. C'est l'idée qu'en gros, plus le nombre d'informations non sélectionnées, c'est-à-dire sans censure, sera important dans un espace social, plus la crédulité se propagera, puisque plus on aura de chance, si vous voulez, d'affirmer une croyance initiale, quelle qu'elle soit, peu importe cette croyance finalement, même si elle est farfelue. Ok. Euh, Après, un autre élément qui est intéressant dans la théorie du complot, euh, c'est comment un discours se présente avec l'apparence du vrai et l'apparence de la raison. Et, euh, et une théorie du complot montre, fournit énormément d'éléments et de preuves, si vous voulez, de pluridisciplinaires qui affirment telle ou telle théorie. Je sais pas, je reprends le 11 septembre. Vous allez sur un site, vous allez trouver, pas moi, X arguments qui recourent autant l'analyse, à l'analyse des cours boursiers, qui recourent à des analyses sismologiques, qui recourent à des analyses de chimique des explosifs, etc., etc. Hein. Tant et si bien que cette succession d'arguments rend l'individu lambda, et quand je dis individu lambda, c'est vraiment quasiment tout le monde sur Terre, incapable de contredire point par point, parce qu'on n'est pas sismologue, biologue, chimiste, physicien, économiste tout à la fois. Ça rend incapable l'individu lambda de contredire en fait tout le système. Il peut en contredire un point, hein, s'il sait de quoi il parle, mais pas forcément tous les points du système. Un autre
un autre. Pourquoi je vous parle de cette modalité argumentative de juxtaposition des preuves, hein, c'est parce que c'est révélateur aussi d'une certaine manière. Hein, ça recourt finalement à une forme de méthodologie scientifique, c'est-à-dire euh, justifier et argumenter sa croyance. Hein, c'est pas simplement croire parce que c'est absurde ou croire sans raison, si vous voulez, c'est croire et avoir un argumentaire solide qui soutient cette croyance. D'accord. Donc il y a encore ici un aspect qui se révèle dans la croyance, c'est l'idée qu'une croyance, bah, elle marche pas toute seule, si vous voulez. Elle se soutient, elle s'alimente et elle peut aussi disparaître comme se renforcer. D'accord. Et, cette modalité argumentative, hein, de la théorie du complot, on appelle ça l'effet fort, hein, qui renvoie à un philosophe, physicien, chimiste, anthropologue, ethnologue, économiste, tout ce que vous voulez. C'est un type qui s'appelait Charles Fort, qui en réalité n'était rien de tout ça, mais bon, c'était quelqu'un qui avait lu énormément, mais il faisait des livres absolument farfelus où il donnait toute une succession d'arguments pluridisciplinaires pour présenter, pour défendre une théorie donnée. Hein, et l'effet fort, en fait, c'est la juxtaposition de preuves pluridisciplinaires qui, par leur contiguïté, leur congruence, donnent l'impression que c'est cohérent, d'accord, et partant que c'est vrai. Euh, et en fait, il y a cette idée que pour l'individu lambda, je sais pas, moi, on prend un autre complot célèbre, la mort de Michael Jackson, serait-il vraiment mort? Et ben, il y a cette idée que on va présenter une série d'éléments douteux, bizarres, etc., qui pris individuellement ne valent pas grand-chose, mais qui juxtaposés les uns avec les autres donnent l'impression d'une congruence, tant et si bien que l'individu va dire ah, bon, tout ça, ça peut pas être le fait du hasard, c'est forcément vrai. D'accord. Donc c'est un peu ce type de fonctionnement. Ce qui m'amène sur une dernière question et déjà largement dépassé le temps, mais je prends encore 5 minutes si vous voulez bien. Mais partez hein, si vous en avez marre, je le prendrai pas mal du tout. Un dernier élément, c'est de savoir en fait ce qu'on fait contre ce type d'explication conspirationniste. Quelles sont les solutions de cette modalité de la croyance contre cette modalité de la croyance. Bah, le problème, c'est que les croyants, c'est-à-dire ceux qui croient en quelque chose, et j'entends quand je dis les croyants, je parle pas de ceux qui ont une croyance religieuse, hein, je parle d'un individu qui croit en quelque chose. Euh, le fait est que les croyants sont généralement beaucoup plus motivés que les non-croyants, ceux qui ne croient pas à la même chose, pour défendre leur point de vue et lui consacrer du temps. Alors, par exemple, moi, ça m'est arrivé une fois, 2 heures passées, j'ai discuté avec quelqu'un qui voulait me démontrer par A plus B, c'était un évangéliste, que je devais rejoindre sa croyance. Et moi, je refusais d'adhérer. Moi, je défendais qu'il était impossible de démontrer la vérité. Je disais pas qu'il avait tort, hein, parce que j'estimais qu'il était dans l'incapacité de démontrer qu'il avait raison. Et moi, je veux discuter environ 15 minutes, mais la conversation a duré 2 heures parce que moi, j'en pouvais plus, mais lui était extrêmement motivé à m'assurer de la vérité de sa croyance. Euh, Si bien que, vous voyez, le non-croyant, plutôt dans une position d'indifférence, voire de mépris parfois à l'égard de la croyance de l'autre, mais il ne se sent pas le besoin de justifier le fait qu'il ne croit pas, par exemple, que le 11 septembre est un complot. Donc il y a un problème en fait pour lutter contre les théories conspirationnistes, c'est simplement la motivation et et le fait que les scientifiques, les hommes de science, bah, ils ont aucun intérêt académique ni personnel à le faire. Vous voyez, ils s'occupent de leur objet, ils ont pas, ils se soucient pas de cette concurrence, si vous voulez, sur le marché cognitif.
Mais le problème, c'est que avec cet essor hein, du mass média et des informations, le problème, c'est que ce type de croyance qui est très motivée peut instaurer une espèce oligopole hein, cognitif sur Internet, une manière de croire qui envahit, si vous voulez, un certain nombre d'espaces et peut influer sur la croyance d'autrui. Donc, la meilleure manière, en fait, de lutter contre ça, c'est pas à la manière un peu des décodeurs du monde, faire la liste des fake news et de montrer par A plus B que c'est faux. La meilleure manière, en fait, c'est de développer un esprit critique et euh, de comprendre en fait les mécanismes qui sont à l'œuvre, hein, qui peuvent pousser ce type de croyance de manière à s'en méfier en fait, et de manière, comme je reprends un peu l'idée de Spinoza, hein, de manière à les utiliser pour autre chose. Hein. Euh, donc voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais continuer trop longtemps. J'ai pas du tout eu le temps d'aborder, comme vous pouvez le voir, la question de pourquoi voulons-nous savoir. Ce que je ferai, c'est je vous enverrai des textes hein, de philosophes sur la question, des textes contradictoires, hein, c'est-à-dire ils ne disent pas tous la même chose, ils sont même en conflit hein, les uns avec les autres, de manière à ce que, si vous le voulez, vous pouvez faire une dissertation sur ce sujet-là. C'est vraiment si vous voulez, c'est facultatif. Et de manière à, si vous simplement souhaitez avoir un peu de lecture, voilà, vous renseigner sur, vous réfléchir à cette question. Je vous enverrai aussi le texte de Spinoza sur le finali. Voilà, c'est tout pour moi. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui? D'accord. Ben, je remercie vivement pour la prise de notes. Mardi, on reprendra les études des pensées de Pascal. On travaillera sur le fragment 282, je crois. J'ai indiqué en mail hein, lundi dernier. Euh, si... Non, mais ça va, ça j'ai déjà un document, donc il n'y aura pas besoin de prise de notes, mais ça serait bien que pour jeudi prochain, pareil, ce soit quelqu'un d'autre qui se charge de la prise en note, donc que ce soit pas toujours les mêmes. Voilà, bah, je vous